Bonjour à tous, nous allons donc commencer le workshop aujourd'hui sur la roadmap vers un environnement IT sécurisé. Donc pour les personnes qui ne nous connaissent pas, nous sommes la société Computerland. Nous sommes présents depuis de nombreuses années maintenant, plus de 40 ans en Belgique et au Luxembourg. Donc, nous sommes présents sur le site, par exemple, de Haller et de Gosli pour la partie belge et sur le Luxembourg sur la partie de Capellen. Au niveau de nos activités, nous aurons évidemment un écosystème 100% Microsoft. Donc, on a une activité notamment sur la partie cloud et infra, que ce soit en on-prem, en cloud privé ou en cloud public, une cellule Data AI, la partie Business Apps avec l'ERP Microsoft, entre autres, qui est très bien connu, qui est Business Central. Nous avons aussi le stack Dynamics 365, CE, donc le For Sales, et une activité liée plutôt à la partie DXP. Et le sujet du jour, là, on va rentrer évidemment dans la partie Modern Workplace, sur la partie sécurité, orientation utilisateur. Au niveau des intervenants, donc, il y a moi-même, Quentin Billet, Cloud Solution Architect et je travaille depuis presque 10 ans chez Computerland. Et du côté Q&A, il y a deux collègues qui m'accompagnent, Karine Van Watermeulen, qui est responsable du service Delivery Manager et Security Officer pour Computerland, et Jonathan Pousset, qui est System Engineer Expert pour la partie Cloud chez Computerland. Au niveau des agendas, nous allons évidemment brasser une vue d'ensemble, je veux dire, des solutions de sécurité et de ce que Microsoft met comme positionnement. On va aller un peu plus en profondeur dans 4 produits. Et dans ces 4 produits, il y a la partie Endpoint, le Defender for Endpoint, donc qui aura une orientation, lui, plutôt, on va dire, même si c'est un gros mot, je veux dire ça comme ça, antivirus, et vous verrez que ça fait beaucoup plus que l'antivirus. Le Defender for Office 365, qui est bien plus qu'un anti-spam. Une petite nouveauté, je vais dire que le Defender for Identity, qui permettra de voir un peu ce que fait vos utilisateurs sur le réseau. Donc, quand je dis ce que ça fait, ce n'est pas de voir si ça va aller sur Facebook ou autre, ce sera plutôt quelle est l'interaction avec les systèmes informatiques internes, et un produit qui s'appelle Azure Sentinel, qui est un SIEM, et évidemment le dernier volet qui sera les services de Computerland. En vue d'ensemble, sur les solutions de sécurité, ben oui, c'est peut-être antinomique pour vous de parler de sécurité de Microsoft. Je sais qu'il y a quelques années, ce n'était pas vraiment le plus fort de Microsoft. Depuis quelques années maintenant, on va dire, une bonne un bon 5 ans, ils ont vraiment drastiquement changé leur fusil d'épaule, et je vais essayer ici tenter de vous expliquer leur vision et donc leurs produits. Nous venons de vivre ici, pendant 2 ans avec le Covid, une transformation du système informatique, une transformation de la partie workplace aussi. Nous avons dû nous habituer, je vais dire, à travailler à distance, à donner des accès d'une façon ou d'une autre à nos employés pour qu'ils puissent continuer à travailler. Et évidemment, on a été donner des accès VPN par exemple. Certaines personnes ont profité, je vais dire, de l'occasion pour, par exemple, aller sur du Teams, pour augmenter la partie collaboration. Et peut-être un peu malheureusement, de temps en temps, la partie sécurité a été mise un peu de côté par rapport à la vision plutôt opérationnelle. Donc là, ça va vraiment être le focus de nos 2 heures ici. En termes de transformation, si on regarde plutôt sur l'aspect sécurité, il est clair que le télétravail n'a pas aidé, je veux dire, à augmenter le niveau de sécurité d'une entreprise ou du moins du service IT. Parce que les types d'attaques, les types d'approches, je vais dire, ont été totalement différentes. Là où avant les employés travaillaient depuis leur poste de travail au bureau,
Mais il y avait un écosystème de sécurité qui était, par exemple, vous aviez un antivirus maison, un firewall qui allait filtrer la partie, surf internet. Mais lorsqu'ils ont dû travailler depuis la maison, bah, évidemment, tous ces aspects-là sont tombés un peu aux oubliettes et il a fallu se réinventer. Certaines personnes, certains clients ou prospects sont déjà un peu plus avancés, d'autres, c'est la réflexion qui est maintenant. Et pour ceux qui ont été un peu plus avancés, bah, évidemment, les outils de sécurité n'était clairement pas conçu, dès le cœur, je vais dire, sur la partie réflexion d'un travail en mode hybride, voire même en termes de travail de multi-cloud. Si vous avez une infrastructure, Azure, chez GCP et Amazon, pour ne citer que les 3 plus grands, beh, évidemment, il y a peu, je veux dire, d'outils tiers qui permettent de générer l'ensemble de cet écosystème-là. Donc, qu'est-ce que la plupart des sociétés ont dû faire? Bah, elles ont pris un outil de sécurité par plateforme, ce qui fait qu'à un moment donné, bah, la complexité des outils et la quantité d'events qui étaient, présents sur, ces différents outils, bah, était démesurée pour une équipe IT et donc la vision de maintenant, bah, c'est à un moment donné de centraliser clairement, heu, ces différents outils et perspectives. Ici, on a, toujours dans l'approche de Microsoft, une vision, clairement qui est orientée sur les 3 piliers. Si on parle d'on-prem pardon, de cloud privé ou de cloud public, il est clair que depuis la base et la conception de l'outil, on doit avoir une solution unique. C'est vraiment extrêmement important. Première partie, si on veut être, heu avoir un haut taux, je vais dire, de satisfaction de la partie IT, il faut que les réponses sont soient extrêmement rapides et si possible peut-être que ce ne soit pas géré par un humain. Donc c'est-à-dire que le système ait une intelligence artificielle ou du moins ait une capacité de réagir sans devoir avoir à faire une action manuelle. Actuellement, si on est dans une solution multiplateforme, multiproduit, comme j'expliquais précédemment, on a malheureusement énormément d'events qui vont dans tous les sens. L'idée d'une solution unique, c'est de pouvoir, à un moment donné, centraliser ces events en un seul point et d'avoir le moteur, une intelligence qui va permettre de relever uniquement vraiment les attaques et les informations importantes. Le reste, ce n'est que du bruit. Dans cette vision-là, les statistiques de Microsoft sont que si on va vers une logique de centralisation des données, on peut réduire jusqu'à 75 des incidents et donc vraiment de se focaliser que sur l'essentiel. J'ai beaucoup parlé de la partie intégration des outils, c'est hyper important parce que si on va par exemple, heu sécuriser un PC portable, beh, à l'heure actuelle, la plupart des employés ont, par exemple, accès à leur mail depuis leur smartphone. Le smartphone est un device que l'on doit sécuriser aussi. Que ce soit un Android ou un Apple, cet écosystème reste clairement, obligatoire. Si vous sécurisez votre infrastructure on-prem, parce que vous avez eu, je vais dire, une certaine habitude de gérer votre infrastructure, vous avez des technologies, on va dire, de VLAN. On va ajouter une ségrégation au niveau des différents réseaux. On va mettre un firewall adéquat. Si vous allez vers une logique de cloud, ces bonnes pratiques, je veux dire, doivent continuer. C'est comme lorsqu'on a fait la migration, pour la plupart d'entre vous, d'Exchange on-prem vers un Exchange online. Les bonnes pratiques doivent évidemment évoluer, vers la solution cloud aussi. Il est très important d'augmenter le niveau, je veux dire, standard de sécurité de Microsoft et pour ça, il y a par exemple, heu, un guideline qui est assez intéressant, qui est les aspects de Secure Score chez Microsoft 365 ou même dans Azure, qui permet évidemment d'augmenter le niveau de la sécurité. J'ai parlé tout à l'heure de différentes plateformes. Beh, il est clair que sécuriser, un environnement, Android
ou Microsoft, c'est quelque chose qui paraît clairement, et iOS paraît clairement maintenant hyper important. Si vous avez du Linux, si vous avez un autre cloud, ils ne sont pas à l'abri aussi d'attaques. Et donc, il est hyper important de pouvoir centraliser, uniformiser vos politiques de sécurité à ce niveau-là. Lorsque, vous avez certainement entendu dans la nomenclature une notion de zéro trust. Le zéro trust, c'est fais confiance mais vérifie, en langage très simple. L'idée de ce modèle-là, c'est de dire à un moment donné: «OK, on va mettre des barrières, des filtres qui vont permettre de sécuriser les devices». Mais comme je le dis, fais confiance, on fait confiance aux outils, mais il faut vérifier. Le vérifier comment? Beh, il y a un des outils, ce qu'on appelle du SIEM, donc c'est le Security Information and Event Management, qui est, entre guillemets, un très, très gros container où on va aller envoyer tous les logs de tous nos différents produits, que ce soit des produits 365, mais aussi, par exemple, vos switches en on-prem, si vous avez un antivirus tiers, récupérer les logs et ainsi de suite, dans ce SIEM. Et ce SIEM, grâce à une intelligence artificielle, va pouvoir détecter un comportement anormal. Et cette notion de XDR, qui va être, en effet, l'un des sujets de la journée, qui est lui plutôt le Extended Detection and Response, où là, on va vraiment essayer d'appliquer des outils de sécurité sur les environnements des utilisateurs. C'est vraiment orienté utilisateur, mais aussi évidemment orienté infrastructure. Les 2 outils doivent évidemment travailler de pair pour que ce soit cohérent et efficient. C'était évidemment les grands concepts. Maintenant, je vais rentrer peut-être un peu plus dans la logique produit. Donc, en termes de SIEM, il en existe énormément sur le marché. Microsoft a le sien. Azure Sentinel, qui va permettre d'avoir une vision d'ensemble du parc IT. Gros avantage de ce SIEM, c'est qu'il est totalement indépendant des différentes marques. Alors oui, comme vous l'avez vu, c'est Azure Sentinel, donc c'est un service qui est lié à Azure. Mais si vous avez un firewall checkpoint en interne ou je sais pas moi, vous avez une infrastructure Amazon, vous pouvez envoyer le log dans cet Azure Sentinel qui vous permettra de détecter et de pouvoir analyser évidemment les différentes informations. En termes de solutions XDR, je vais séparer en 2 volets. Il y a le orienté utilisateur et le orienté infrastructure. Orienté utilisateur, c'est le grand marketing de Microsoft a renommé ceci en Microsoft 365 Defender et pour la partie infra en Azure Defender. Je parle de marketing ici pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a certains produits que vous connaissez peut-être déjà, mais qui ont été renommés par Microsoft pour avoir une certaine cohérence dans leur catalogue produit. Comme je l'ai dit, on va se concentrer aujourd'hui sur la partie utilisateur, donc le stack Microsoft 365 Defender, qui, comme vous le voyez, est compatible multiplateforme, donc c'est-à-dire aussi bien Android, iOS, Mac, Windows que Linux, donc il n'y a pas de souci, je veux dire, à ce niveau-là. Et on a à chaque besoin, je vais dire, un outil, un ou des outils d'ailleurs. Donc évidemment la partie identité qui fera l'objet de la présentation aujourd'hui. On va aller sur la partie endpoint et la partie mail et vous allez voir que il y a peut-être des similitudes en différents produits, mais ça ne sera pas la même, cible, en tout cas dans la visualisation du produit. Tout d'abord, pourquoi Computerland, a choisi Microsoft pour ses solutions de sécurité? Hormis qu'évidemment ça fait partie de notre ADN, mais c'est aussi que Microsoft est reconnu par ses pairs comme étant un acteur, tout à fait concurrentiel des autres. Et ici, ce qui est vraiment intéressant pour le client, c'est qu'on va pouvoir, y ajouter une certaine homogénéité des consoles et des plateformes, parce qu'on va voir que Microsoft est présent dans plusieurs Magic Quadrants, c'est le terme évidemment des cadrans de chez Gartner, que ce soit de l'access management à la gestion de l'endpoint platform,
avec par exemple son produit Intune, mais voilà, Microsoft est présent de bout en bout comme étant un leader. Donc ça, c'est clairement très intéressant pour les clients de pouvoir avoir un clé sur porte, entre guillemets, sur la sécurité, en allant vraiment vers un seul fournisseur. Et si je prends un autre élément, un autre comparatif, qui est le Forrester, ben là, on voit qu'actuellement, Microsoft est présent dans 7 piliers et un huitième est arrivé en fait début de semaine, qui est la partie Identity Management. Donc, on est clairement ici sur une solution fiable qui est reconnue par ses pairs comme étant efficient. Et maintenant, c'est de mon rôle de pouvoir vous le démontrer. L'objectif centralisé, enfin l'objectif évoqué de Microsoft, c'est quoi? Ça va être 5 points, si je dois pouvoir résumer ces éléments-là. Security by design, donc le produit, la solution doit toujours être à jour et, entre guillemets, toujours évoluer. C'est vraiment l'objectif. On doit avoir des cycles de mise en place de solutions le plus court possible. C'est totalement évident. Évidemment, une visibilité et un contrôle centralisé. Il n'y a rien de plus pénible, je veux dire, pour le service IT que de devoir se connecter sur 36 000 providers et 36 000 consoles pour avoir au final une visibilité de l'ensemble de son parc. Donc, on va essayer de centraliser ces différentes consoles vers un seul point. Si possible, on doit y avoir une certaine intelligence artificielle qui va réduire le nombre d'événements et de pouvoir vraiment informer l'IT sur ce qui est important, ce qui est critique. Il n'est pas nécessaire, comme on le fait par exemple sur un serveur Windows, pour prendre cet exemple-là, d'aller voir dans l'Event Viewer, dans la partie sécurité, euh, qui génère une quantité de logs astronomique. À chaque connexion, à chaque event, il y a un log. Mais voilà, ce n'est pas pertinent d'aller lire les logs l'un à la suite de l'autre. C'est de mettre une intelligence qui va les filtrer ça et de dire ces éléments-là sont pertinents. Et évidemment, le nice to have pour nous en tant qu'intégrateur, mais vous aussi en tant que client, c'est qu'on aille plus vite et qu'on puisse automatiser. Donc c'est toujours l'objectif de faire plus avec moins de temps. Et donc au final, augmenter la satisfaction du service IT. Petit point ici avant d'attaquer le chapitre 2. N'hésitez pas à utiliser la zone Q&A qui est mise à votre disposition. Mes collègues sont tout à fait disponibles pour pouvoir vous aider et répondre à des questions. S'il y a plusieurs questions qui ont le même but, on pourra faire un débrief à la fin où on pourra vraiment expliquer peut-être de façon globalisée une problématique. Voilà, ce point-là étant fait, on va attaquer le chapitre du Defender for Endpoint. Alors oui, je vais dire déjà, c'est un antivirus, mais vous allez voir que ce n'est pas qu'un antivirus. Et on va pouvoir peut-être comparer, peut-être pas des marques d'autres concurrents de Microsoft aux produits Endpoint, mais peut-être voir d'un point de vue philosophique et fonctionnalité ben, les grosses différences. Premier élément, la solution endpoint, donc vous avez tous, ou presque tous, parce que certains sont peut-être sur Mac, je dis presque tous parce que la plupart d'entre vous sont sur Windows 10, je présume. Windows 10 a été livré avec un antivirus de Microsoft, qui est le Windows Defender, mais qui est un antivirus, je vais dire, bas niveau. Donc, c'est-à-dire, il fait un check actuellement des process qui sont mis en place sur votre PC, mais il n'y a pas, je vais dire, de vision et d'unification de la sécurité à ce niveau-là. Le endpoint, le Defender for Endpoint va aller ajouter un add-on à ce fameux Windows Defender pour lui ajouter une intelligence du reporting et donc de la configuration. Ceci étant dit, donc comme vous l'aurez compris, c'est sans agent externe, vu que Defender est déjà présent nativement dans les Windows 10. Pour ce qui est précédent à Windows 10, si vous êtes en Windows 8 ou 7, j'espère que 7, vous êtes en voie de migration, évidemment là, ce sera basé sur des agents. En mode serveur, la logique reste la même. Le Windows Defender est arrivé avec serveur 2019. Donc là, encore une fois, pas besoin d'agent. Si c'est précédent 2019, c'est basé sur des agents.
Vision inégalée, qu'est-ce que Microsoft essaye de nous faire transparaître comme information? Bah, Microsoft étant l'un des leaders dans la partie workplace au monde, vous savez qu'il y a la partie télémétrie qui est intégrée à Windows. Certains d'entre vous l'ont désactivé. La télémétrie permet à quoi? Permet à Microsoft de faire évoluer son produit et sa suite logicielle pour, évidemment, augmenter le niveau de sécurité. Donc la télémétrie reste important pour eux et c'est pour ça que par défaut maintenant, par exemple, ils l'activent. Et la sécurité automatisée, bah, vu qu'ils ont un parc, je vais dire, de devices qui envoient de la télémétrie assez régulièrement, évidemment, bah, dès qu'ils ont une alerte, ils peuvent envoyer des patchs de sécurité le plus rapidement possible. Si je vais maintenant un peu plus in deep dans la partie, qu'est-ce que c'est que Windows Defender? Bah, vous allez voir ici, donc j'ai 6 grands piliers et puis évidemment un stack commun. Ça va évidemment du Threat et Vulnerability Management. Donc là, bah, on va voir que ce n'est pas juste la couche next-gen d'un firewall, d'un antivirus, pardon, ce sera un peu plus conséquent que ça. La surface d'attaque et le next-gen protection, ben là, c'est clairement, je vais dire, l'aspect classique d'un antivirus next-gen que l'on attend maintenant. La partie endpoint, la partie auto-investigation et Microsoft Threat, ça, ce sont des fonctionnalités à part et qui sont clairement intéressantes. Pour peut-être juste faire un point d'un point de vue licensing à ce niveau-ci, actuellement, Microsoft Defender for Endpoint existe en un seul package. Le marketing de Microsoft a déjà annoncé qu'il va se différencier en deux niveaux, ce qu'on appelle un Microsoft Defender for Endpoint plan 1 et plan 2. La suite actuelle correspondra au plan 2 et le plan 1 correspondra aux options de réduction d'attaque surface et le next-gen protection. Et évidemment, la partie configuration et API integration qui lui restera dans le stack commun. Ce point-là étant terminé, qu'est-ce que le Threat et le Vulnerability Management? L'idée ici, c'est que grâce au reporting sur le site de Microsoft, et c'est vraiment une console centralisée, je vous le montrerai à la fin des briefs des différents produits, on ira un peu plus dans la partie démo. On va avoir, entre guillemets, un graphe nous permettant de détecter si un utilisateur est à haut risque d'exposition ou pas. Et ça va être détecté sur quoi? Suivant les types de programmes qui sont présents sur son PC. Donc là, c'est génial, on va avoir déjà un inventaire de ce qui existe. Et aussi, potentiellement, d'un peu de son comportement. Donc l'intelligence artificielle, ici, va clairement augmenter ou diminuer le score. Exemple, beh, si sur un PC portable, qui est donc livré avec Edge Chromium maintenant, vous allez installer des plugins tels que, enfin des applicatifs, des browsers tels que Google Chrome, Firefox. Vous le savez très bien que ce sont des applications tierces qu'il faut les mettre à jour. Le Threat and Vulnerability Management, par exemple, va détecter qu'on venait installer Chrome et que Chrome a une faille 0D sur tel produit et qu'on va devoir l'updater. Ça, c'est vraiment l'une des fonctionnalités assez avancées du Threat and Vulnerability Management. La partie Attack Surface Reduction, c'est de pouvoir réduire la surface d'attaque comme son nom l'indique. Autrement dit, on va pouvoir, depuis cette console-là, réduire, je ne vais pas dire des fonctionnalités, quoique, mais surtout de pouvoir réduire des zones liées par exemple à des produits tiers. Un exemple, c'est de pouvoir, comme le slide le montre ici, obliger à des applicatifs de Office, par exemple, de bloquer certaines macros, certains types de macros. Ou si vous avez un PC Windows 10, c'est de pouvoir bloquer certains process liés au PowerShell. Et donc évidemment, si on bloque tous ces éléments-là, on va pouvoir réduire la surface d'attaque. Vous allez me dire, ben oui, mais est-ce que ce n'est pas le rôle peut-être des GPO dans un Active Directory de faire ce genre de configuration? Oui, je serais entièrement d'accord avec vous. Mais le problème que l'on a dans notre monde, je vais dire en 2021, c'est que les gens sont à la maison, n'ont pas forcément la possibilité de se connecter sur la partie GPO, Active Directory et donc d'avoir les GPO. Là où la partie endpoint, que vont soit
à la maison, dans un hôtel, on prend toujours cet exemple-là, donc en vacances ou au bureau, ben, évidemment, dès qu'on va mettre en place des policies, dès qu'il y a une connexion Internet, qu'on soit à gauche ou à droite, on va pouvoir appliquer et donc réduire cette surface. Le Next Gen Protection, on en a parlé, c'est lié à la partie Windows Security, donc vous avez déjà certainement vu ce genre d'écran. Évidemment, c'est ce qu'on attend d'un antivirus classique, qu'on soit lié à la partie malware ou qu'on soit basé sur l'analyse en temps réel, c'est la moindre des choses, entre guillemets, en tant que Next Gen Protection. Petite précision là, évidemment, le fait d'être sur un Defender for Endpoint, on va pouvoir centraliser la configuration, par exemple, des processus à exclure dans la partie exclusion, je vais dire, des scans. Donc, ce sera en termes de gestion beaucoup plus facile. Voici la liste, je ne vais pas les faire tous d'un point de vue explication, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc on voit clairement que ce produit va être basé sur une partie client locale et qu'évidemment on va les baser sur les compétences et la puissance du cloud pour peut-être récupérer une série d'informations. La partie Endpoint Detection and Response, on est ici basé, bah, comme à chaque fois, sur une analyse comportementale, intelligence artificielle, toujours avec cette partie-là, qui est très importante. Et suivant ce comportement qui va pouvoir être analysé sur une série de quantités de logs, est-ce que évidemment, bah, si on a une solution on-prem d'antivirus, bah, ces logs-là vont devoir être stockés, par exemple, dans des bases de données SQL ou autres, ça prend de la place. Bah, là, encore une fois, c'est uniquement des solutions SaaS, donc on a, d'un point de vue infrastructure, on a moins d'impact. On va pouvoir vraiment détecter un comportement X ou un comportement Y. Et la partie auto-investigation et remediation est assez intéressante. Lorsque l'on a par exemple une alerte antivirus, classique, on a une alerte sur le PC du client si vous le souhaitez, mais au minimum dans la console. Et une fois que vous l'avez dans la console, bah, vous allez certainement voir le statut. Bah, est-ce que la faille a été résolue ou est-ce que ça a été mis en quarantaine? Et ce qu'on peut faire, c'est supprimer évidemment l'élément qui est mis en quarantaine de l'antivirus. Avec la partie AIR, on va pouvoir se connecter depuis la console de sécurité 365 sur le device en CMD, donc vraiment dans l'intégration de la console, pour aller y injecter des commandes spécifiques. C'est-à-dire, vous allez pouvoir lancer un script que Microsoft met à votre disposition pour vérifier si en effet les processus n'ont pas été touchés, si la quarantaine est vide, mais peut-être aussi par le biais de cette commande, obliger, je veux dire, l'utilisateur à mettre à jour son PC s'il y a une dernière CVE qui n'a pas été mise à jour. Exemple très simple. Mais donc, on a vraiment la possibilité, et ce qui n'était pas le cas dans les autres produits, de se connecter sur le PC en direct, que l'on soit encore une fois en local ou à distance. Et le Thread Expert, mais là, c'est plutôt pour la partie connaissance et éducation du service IT, c'est que l'on a évidemment l'explication de ce que a fait le process, comment il fonctionne. Et donc là, on peut améliorer ses connaissances. Et dans le cadre d'un SOC, clairement, c'est très important pour pouvoir pour pouvoir comprendre de bout en bout ce qui s'est passé dans votre chaîne. Deuxième volet, la partie Defender for Office 365. Qui là, lui aussi se décline en plan 1, plan 2, permet de, en un seul point, et c'est pour ça que on le met ici au niveau de l'email, mais n'associez pas, je veux dire, le slide à dire oui, c'est un anti-spam. Vous allez voir qu'on a beaucoup de fonctionnalités derrière. Le but ici, c'est avec un et un seul outil, pouvoir protéger de bout en bout un flux de collaboration. Que l'on soit sur un élément mail, que ce soit sur un élément SharePoint, OneDrive ou Teams, on a une sécurité de bout en bout. Et même au sein de la même
organisation. Donc, si j'envoie par exemple un mail à mon collègue Jonathan, ben, cet élément serait totalement scanné et donc sécurisé. Là où les solutions traditionnelles ne fonctionnent que pour la réception évidemment des documents et de temps en temps, parce que tous ne le font pas, pour la sortie des documents. On va ici évidemment bénéficier de l'expérience de Microsoft sur ces différents aspects-là et on va pouvoir automatiser et co-gérer la partie sécurité avec eux. Les points clés du Defender for Office 365, qui était en fait l'ancien Office 365 ATP pour ceux qui l'ont connu. Donc encore une fois, le marketing a joué ici. La partie, si vous avez des licences Business Premium, vous le savez certainement. Si vous ne le savez pas, ben, je le précise ici. Donc qui correspond au Defender for Office 365 plan 1. On a déjà toute une série de points de sécurité que l'on peut activer, parce que tout n'est pas activé par défaut. Donc dans les fonctionnalités, bah, évidemment, on a le Save Attachment. Donc là, c'est la possibilité d'analyser, que ce soit d'un point de vue antivirus ou autre, les attachments d'un mail, mais pas que de mail. Donc là, vous le voyez déjà ici à la ligne 3, bah, c'est clairement lié aussi à SharePoint, OneDrive et Teams. Donc si j'envoie un fichier, à un correspondant interne ou externe via le biais de Teams, le niveau de sécurité n'est pas baissé et donc on a vraiment, encore une fois, une uniformisation de la sécurité sur ces aspects de communication. On a la partie SafeLink qui est entre guillemets un URL rewrite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on va aller sur un lien HTTP google.com par exemple que j'envoie dans un mail, lorsque je vais cliquer sur l'URL qui est surligné, en fait, c'est Microsoft qui l'exécute dans une sandbox. Et si l'URL arrive sur un point qui est clean, ben, on se connecte dessus. Si ce n'est pas le cas, on a un gros stamp rouge en disant le site, l'URL sur lequel vous avez cliqué n'est pas conforme, n'est pas légitime, nous ne vous recommandons pas d'y aller. Donc voilà, c'est vrai, c'est ça la partie SafeLink. Et puis évidemment, la partie spoof, intelligence et anti-phishing, il n'y a rien de plus grave, je vais dire, dans une société qu'une une usurpation d'identité. C'est arrivé malheureusement il y a des années dans des environnements Exchange on-prem qui malheureusement n'avaient pas ce niveau d'intelligence suffisant de l'anti-phishing. Et je me souviens qu'au début de notre carrière, si on voulait envoyer des mails en tant que Gmail par exemple, si les utilisateurs, les clients n'avaient pas sécurisé leur infrastructure, ils pouvaient recevoir un mail de ma part, comme si je venais du compte Gmail. C'est vraiment de l'anti-phishing Banyo qu'il y avait avant. Maintenant, on a vraiment une augmentation de ce service-là, donc c'est vraiment très intéressant. Le Defender for Office 365, plan 2 cette fois-ci, donc ça c'est la partie level up, je vais dire ça comme ça. On a, selon moi, c'est la fonctionner, c'est vrai, avec un grand L. On a la possibilité de faire des campagnes en interne, pour éduquer et surtout pour valider ou non, ou invalider au final, le niveau de compétence de vos utilisateurs sur la partie flux de mail. Exemple très simple, une attaque d'hameçonnage pour vérifier, tiens, si j'envoie un mail aux utilisateurs pour se connecter sur la quarantaine, alors que ce n'est pas un mail qui vient du même endroit par exemple, est-ce que les utilisateurs vont cliquer sur l'URL et taper leur login mot de passe Office 365? Voilà, et évidemment, le reporting, vous n'avez pas le login et mot de passe de vos collègues, mais vous allez avoir le résultat de savoir si, un, est-ce qu'ils ont cliqué sur le mail et deux, est-ce qu'ils ont été entrés leur credential. Ceci n'est pas, je vais dire à but punitif, mais clairement un but pour l'éducation de vos utilisateurs. Donc le but derrière, c'est de faire un résumé de ces informations-là, de pouvoir faire un coaching adéquat pour vos utilisateurs. Évidemment, le plan 2 ne se limite pas qu'à l'Attack Simulation et donc à la partie campagne. Nous avons d'autres fonctionnalités telles que le Threat Tracker et le Threat Explorer, qui est
Je vais prendre un exemple vécu, récemment du Threat Explorer. On reçoit un mail, chez un client qui est, l'URL qui est derrière est vérolée. Mais grâce au Threat Explorer, en fait, on sait voir l'URL où elle a été, dans quel type de mail a été envoyé en interne dans la société, si ce n'est à chaque fois que le même mail ou si vraiment la faille a été utilisée dans différentes façons. Voilà, le Threat Explorer permet de détecter ce genre de fonctionnalité. Et le je vous avais parlé tout à l'heure de réduire le bruit et d'augmenter l'automatisation. Beh, évidemment ici, on a la partie playbook, donc c'est un guideline, une trame, je vais dire, à suivre pour, augmenter et pour, confirmer qu'il n'y a pas de problème de sécurité, dans votre infrastructure. Voilà, n'hésitez toujours pas s'il y a des questions, mes collègues sont là pour ça. Le Defender for Identity, gros chapitre, je vais essayer de le vulgariser un maximum parce que c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est peu présente, dans les sociétés, mais qui a clairement, selon moi, une valeur ajoutée et surtout, évidemment, une pertinence. Lorsque l'on a, migré vers le cloud, on s'est dit: «Bah, oui, si on va vers le cloud, c'est de la responsabilité de Microsoft, il y a plus rien à faire». C'était un peu le l'aspect, la réflexion que certaines personnes avaient. Non, c'est pas vrai, clairement pas. Le fait d'aller vers du mode local ou le cloud ou être en hybride, les l'aspect sécurité reste vraiment le un élément hyper important. Lorsqu'on était en on-prem, beh, il y avait quasiment rien de publié, je veux dire à l'époque, à part peut-être la connexion en VPN lorsqu'on faisait du télétravail. Un vol d'identité, il fallait potentiellement se retrouver physiquement, heu, chez le client, enfin chez vous, dans votre société, à un bureau, pour pouvoir attaquer l'infrastructure. Lorsqu'on est arrivé dans le monde du cloud, bah, évidemment les 4 murs, sont tombés et maintenant on peut se faire attaquer depuis n'importe où sur la surface cloud. Et je parle de ça il y a quelques années où le MFA n'était pas un standard, c'est pour ça qu'on va en reparler ici. Le MFA n'étant pas un standard, beh, voilà, vous avez mon prénom, mon nom de famille, vous savez dans quelle société je travaille. Sur la partie, Office 365, bah, vous tapiez mon adresse, email et après il y avait des robots qui faisaient du brute force potentiellement pour, détecter le mot de passe. Voilà, ça existait. Microsoft a augmenté ce niveau de sécurité en disant: «Bah, il y a maximum X tentatives et puis après, il y a un alerting». Mais comme toute solution cloud, il y a, des sites web et on peut aller, très simplement, sur certains forums, je vais dire, que ce soit IT ou non d'ailleurs, ce nombre de limites de tentatives n'existe quasiment pas. Donc en gros, le constat c'était quoi? C'est de dire, bah, avec l'arrivée du cloud, la surface d'attaque étant plus grande, la partie identification, identité et les accès privilégiés peut-être des utilisateurs est clairement important. Lorsqu'on fait une attaque, je vais dire, où on a des credentials qui sont compromis, ce n'est pas une attaque instantanée, ce n'est pas pour faire mal à une société directement. C'est plutôt une attaque qu'on va dire en sous-marin, où on va, à un moment donné, prendre son temps pour faire mal à la société. Donc j'ai les accès d'un de mes collègues, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ces accès? Beh, tant qu'il ne change pas, je veux dire son mot de passe et on va dire il n'a pas de MFA pour rester dans ce constat-là. Mais je peux voir sur quel dossier il travaille, sur, avec qui il collabore, quelles sont les données sensibles que j'ai. Donc vous imaginez un peu, les dégâts que ça peut faire pour une société. En on-prem, la logique reste la même. On a essayé, je vais dire depuis de nombreuses années d'augmenter, certaines sécurités au niveau des credentials, mais bon nombre, je veux dire, de sociétés, qui ont été, qui ont eu un vol de données est basé sur un vol de données qui est malheureusement lié à du on-prem. Parce que justement, ce blocage, je veux dire automatique par exemple de brute force n'existe pas forcément sur de l'on-prem.
Et donc l'idée, c'est de se dire à un moment donné, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai les accès, que ce soit vers du cloud ou de l'on-prem. Eh ben, je vais aller me diriger vers la partie on-prem et si je veux vraiment faire mal, après avoir volé toutes les données qui m'intéressent, je vais y mettre un ransomware qui va cryptoloquer l'ensemble des données de la société on-prem. Ce qui est évidemment plus compliqué lorsqu'on est dans un mode SaaS. C'est pour ça que j'ai pris cette voie du on-prem pour pouvoir illustrer le propos. Donc, on peut voir que ce genre d'attaque prend énormément, énormément de temps. Ça peut prendre plus de 6 mois. L'idée du Defender for Identity, c'est de pouvoir, à un moment donné, réagir et visualiser ce qui se passe au niveau de mes utilisateurs. Est-ce que le comportement d'un accès d'utilisateur est normal? C'est vraiment ça qui est important de savoir. La partie Identity, ici au niveau de Microsoft, se décompose en 2 grands volets. On a la partie Defender for Identity qui est clairement orientée impact local. Donc, sur les serveurs locaux, on va installer là un agent sur les différents domaines contrôleurs. Et évidemment, si on souhaite aller vers de l'on-prem et du cloud, on va alors aller vers du Cloud App Sécurité, ce qui vulgairement s'appelle du CAS, pour ceux qui l'ont déjà eu ça dans la nomenclature, ou de l'Azure AD Identity Protection. Voilà. Et l'ensemble de ce stack-là correspond à la partie Microsoft 365 Defender orientée identité. Donc ici, le produit, comme je l'ai dit, est lié réellement sur la partie on-prem. D'un point de vue, encore une fois, marketing, un autre nom est disponible dans la documentation. Ça s'appelait au préalable Azure ATP, Azure Advanced Threat Protection. Donc, les 4 piliers, évidemment, qui sont présents, c'est de la prévention, la détection, la partie investigate et la partie réponse. Donc, c'est de dire à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Heu, est-ce que, d'un point de vue SecOps, j'ai, d'un point de vue opérationnel sécurité, j'ai vraiment bien une vue proactive sur tout ce qui se passe d'un point de vue identité dans ma société? Il faut, d'un point de vue prévention, bah, évidemment détecter, une analyse en temps réel. Il n'est pas question de pouvoir avoir une alerte, 4 jours après parce que j'ai joué les logs et que mon petit moteur a détecté que j'avais une faille il y a 4 jours. 4 jours, c'est peut-être beaucoup trop tard. Une fois que ces éléments-là ont été détectés, ben, une investigation automatique ou manuelle. Ça, ce sera à vous, d'un point de vue réponse, à détecter ce que vous souhaitez faire. Encore une fois, on est basé sur une solution on-prem. Par contre, tout le calcul et toute l'intelligence, je vais dire, de ce service-là est basé sur le cloud. Donc réellement, en on-prem, à part des agents sur le domaine contrôleur, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à installer, il n'y a pas d'investissement local à faire. En termes de prévention, qu'est-ce qu'on va pouvoir peut-être détecter? C'est ce genre de dashboard. C'est de se dire: «Tiens, je vois que on a utilisé un Clear Text Credential». Donc ça veut dire que j'ai une application sur mon infrastructure où j'ai un login, mot de passe dans un fichier de config en clair. Ça, clairement, en termes de faille de sécurité, vous voyez pourquoi ici, c'est mis en high. Il y a eu, il y a quelques semaines, mois, une faille de sécurité assez importante sur les printers, sur les serveurs d'impression. Beh, ici, voilà, est-ce qu'il est pertinent dans une infrastructure d'avoir un serveur d'impression sur le domaine contrôleur? Ne serait-il pas intelligent de faire un disable de ce service-là? Beh, voilà, ça c'est une alerte par exemple de la partie, Cloud App Sécurité et de la partie identité. La partie détection, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, va se lié entre guillemets à différents types de méthodes, que ce soit du discovery, des accès credentials ou alors un mouvement, je vais dire, ce qu'ils appellent un mouvement latéral, mais c'est de pouvoir prendre le hash, je vais dire, d'une clé et de la réutiliser à mauvais escient. C'est vraiment ça le but. Et la persistance, c'est de dire, bah, la persistance, une fois que j'ai pris les données, qu'est-ce qui arrive? L'investigation, on va avoir, je veux dire, un dashboard, encore une fois, centralisé,
qui va permettre, là, c'est un dashboard qui est lié à une solution cloud et on-prem, parce qu'on a les 2 événements. On a la possibilité de voir justement quoi? L'investigation priority, donc le score de risque, je veux dire, d'un utilisateur et de pouvoir agir sur cet utilisateur-là. Toujours dans cette logique de zéro trust et donc de faire confiance mais vérifie, c'est de pouvoir se dire à un moment donné: «Tiens, on est quand même tous dans une société, avec où on dit que les données, c'est la valeur la plus élevée de la société. Une exfiltration, par exemple, de données, c'est ce qui est le plus critique à l'heure actuelle lorsqu'on a certaines réunions. Au moins, je vais dire, avec ce genre de solution, vous allez pouvoir voir: «Tiens, je vois actuellement que mon utilisateur fait un mass download. Pourquoi? Est-ce normal?» C'est peut-être que oui, hein, on a peut-être simplement réinstallé son PC et resynchronise son OneDrive sur son PC. Mais est-ce que on voit pas, par exemple, qu'il va se connecter sur un SharePoint et qu'il va aller downloader tout du contenu qui n'est pas pertinent pour son travail au quotidien? Et voilà, ça c'est clairement, heu, une alerte, je ne vais pas dire une faille, c'est une alerte qui doit être prise, je vais dire, lors de d'un point de vue, je veux dire, d'une posture sécurité. Est-ce qu'on a une action qui est liée à ça ou pas? Ou, exemple très simple aussi de posture de sécurité de la partie investigate, c'est: je reçois mes mails sur mon adresse Computerland et je ferai une redirection de tous mes mails vers un autre domaine d'un autre tenant 365. Est-ce normal de le faire? Voilà. Ce genre d'information, vraiment la partie identity et cloud app security, pour pouvoir remonter ces éléments-là. Et la réponse, vous allez me dire: «Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai l'alerte? Est-ce que je fais un remediate, automatiquement? Si oui, qu'est-ce que ça peut ça quelles seraient les conséquences? Ou est-ce que je fais une action manuelle?» Par exemple, dans les actions manuelles, qu'est-ce qui existe? Simplement, je veux dire les 3 plus grands, ce serait le plus simple. L'utilisateur est compromis, on va le taguer, donc comme ça on a une information, c'est logué, on peut le documenter de qu'est-ce qui s'est passé. On aura vraiment, l'alerting, qu'est-ce qu'il a été voir les activités et ainsi de suite. Mais surtout de dire, quand il est compromis, l'action derrière, c'est un reset password, le forcer. Il a le prompt automatiquement sur le device. L'autre option, c'est simplement de dire, tiens, retape un peu quand même tes credentials parce que c'est peut-être un cache que tu as laissé sur un browser et il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi. C'est peut-être trop léger comme action, je vous le concède, mais c'est une des options. Et l'autre, c'est simplement de désactiver l'utilisateur. C'est peut-être un peu la solution, je vais dire, en mode tank, mais au moins vous êtes sûr et certain que l'activité de cet utilisateur-là est bloquée dès le moment où vous cliquez dessus. Oui, voilà. La partie maintenant, Microsoft Azure Sentinel, la partie SIEM, qui est un volet, je vais dire, très complexe. Ici, je l'ai extrêmement résumé, donc on pourrait, si vous le souhaitez, et ce sera l'une des questions notamment de fin de présentation, si vous souhaitez faire un workshop sur un des éléments, par exemple Azure Sentinel, vaudrait peut-être la peine, pour vous. Azure Sentinel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir, à un moment donné, récolter tout le bruit, tous les éléments de toutes les consoles, de toutes les plateformes, de tous les services en un seul point. C'est ce qu'on appelle je veux dire, on faisait ça avec un serveur syslog il y a des années. On voulait centraliser les logs, mais une fois qu'ils étaient centralisés, OK, mais il y avait pas d'action. Ici, le but du CIEM, c'est un de centraliser et surtout d'analyser, d'avoir à un moment donné un threat detection, vraiment une analyse pertinente de qu'est-ce que ou de comment plutôt mon infrastructure, réagit. Encore une fois, que l'on soit en local ou à distance, le 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 but, je veux dire, d'un SIEM reste le même. On a ici dans le cadre de Azure Sentinel, produit qui comme son enfin c'est un peu tarte à la fraise, mais on dit cloud native, ça veut dire qu'il a été vraiment conçu dans le cloud, mais pas que pour le cloud et surtout pour tout type de plateforme qui existe.
On a parlé aujourd'hui de sécurité, on a parlé de certaines, je vais dire, failles qui existent, que ce soit un vol d'identifiant, de l'hameçonnage ou je veux dire une menace interne de vol, d'identité ou simplement de compromission, d'email. Beh, il y a une attaque qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui est, hyper importante, qui en français s'appelle l'attaque contre la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce que veut dire ce beau terme? C'est de dire, ben, dans le monde de l'industrie, nous avons, des machines qui ont un certain coût et qui viennent généralement avec un ordinateur, je vais dire, où il y a l'application, métier qui est installée dessus. Il est très souvent, impossible de mettre à jour ce type de device en même temps que le parc, je veux dire, informatique utilisateur. Pourquoi? Parce que, il y a un risque que l'application qui tourne sur ce PC-là ne soit plus compatible avec, je veux dire, l'appareil de l'industrie ou simplement ça a des coûts, des fois, prohibitifs. Ce type d'attaque, c'est de dire, bah, si la faille est là, depuis ce type de device, je vais pouvoir, je vais dire, attaquer ou simplement contaminer l'ensemble du parc IT, d'une société. Actuellement, ce secteur-là reste toujours un secteur purement, évidemment, on-prem. Il n'y a pas de cloud base encore, pour, certains services. Donc la logique de faire une ségrégation de réseau et de, vraiment exclure ces devices de l'ensemble de la communication de l'entreprise et reste, je veux dire, la principale barrière qui existe, d'un point de vue sécurité. Et le dernier, bah, évidemment, la première faille, comme on dit à chaque fois, ça reste l'humain. Alors, je ne vais pas, je vais, dire que l'humain, il faut le patcher, hein, je vous le concède tout à fait. Mais par contre, l'humain, il faut savoir ce qu'il fait derrière. On doit pouvoir se dire: «Une fois que l'humain entre au service de ma société, qu'est-ce qu'il a pas fait en tant qu'humain, mais qu'est-ce que ces accès ont provoqué dans ma société?» Et c'est là que, par exemple, une vue de ce type peut être pertinent. On a, à un moment donné, un utilisateur qui se connecte sur une machine, qui exécute un script, le script qui se connecte sur un serveur et puis c'est l'embardé. Je veux dire, on a vraiment, une attaque à grande échelle qui peut arriver dans la société. Au moins avec une vue holistique comme ça, on peut vraiment voir en temps réel et agir le plus rapidement possible. Donc, comme je vous l'avais dit, on va aller un peu plus dans la partie démo et je clôturerai avec la partie Computer Land Services et les questions évidemment. Alors, voilà. Donc, vous connaissez déjà le portail, Office 365. Vous managez déjà certainement vous-même votre tenant 365 ou peut-être la partie Azure. Bah, ici, on est toujours dans la même logique avec le site security.microsoft.com. On se connecte avec les accès que l'on utilise pour les 2 autres plateformes et on arrive à un dashboard centralisé. Le dashboard centralisé va nous permettre d'accéder à quelques fonctionnalités, pas à 100. Donc la partie, bon, je veux dire, on tend vers la seule et unique plateforme pour tout gérer, mais on on s'y approche. Ce n'est pas encore à 100 le cas, mais on va pouvoir le détecter plus tard. Et ici, on voit déjà sur la partie de gauche, la partie Endpoint et Email Collaboration. Donc ici, on est déjà, je veux dire, sur le Defender for Endpoint et le Defender for Office 365. Tout d'abord, on va aller sur la partie Endpoint. Dans la partie Endpoint, comme à chaque fois, on peut faire dans la partie configuration de l'onboarding, donc l'installation, je vais dire, d'agents. Donc ici, nous, on est en train de migrer, je vais dire, sur ce tenant de prod, nos machines. Et on va pouvoir le faire de différentes façons. Soit on va par exemple pouvoir déployer, le petit agent, enfin pas l'agent, mais l'add-on, je vais dire, Defender for Endpoint via GPO, évidemment.
c'est le plus basique, en local, en exécutant un script localement sur la machine, mais aussi évidemment 100% intégré avec Intune. Intune qui, pour rappel, est le MDM, donc l'outil de gestion de l'ensemble des périphériques clients dans une infrastructure IT, mais aussi c'est un MAM, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir gérer la partie applicative et la configuration automatique. Donc on va pouvoir, avec la partie Intune, gérer un téléphone portable d'entreprise, que ce soit du Bring Your Own Device ou un device d'entreprise, et dans une bulle sécurisée, déployer les informations de société de façon sécure. Et donc s'il y a un vol par exemple de cette partie-là, on peut, ou si l'employé part, on peut faire un wipe évidemment que de ce type de données. Comme je le disais, la partie endpoint ici va être assez intéressant et on va arriver sur une plateforme par exemple qui va nous donner les infos serveurs, mais aussi sur le reste du parc. Donc, encore une fois, dans le Device Inventory, on va avoir la partie endpoint, PC, tablette, smartphone, mais aussi la partie serveur, on est sur les mêmes types de produits. Donc ici, je prends mon périphérique avec lequel je suis en train de présenter pour l'instant, et on voit que oui, je suis l'utilisateur qui se connecte le plus fréquent sur ce device-ci. Ça tombe bien, parce que c'est le PC portable que j'utilise au quotidien, et que mon niveau d'exposition pour l'instant est tagué en tant que low. On voit les informations du device, donc je suis joint à l'Azure AD Domain, que mon PC est en Windows 11 et que l'état général de mon PC est actif. Petite précision néanmoins sur l'aspect Windows 11, comme ça me permet d'en parler. Donc vous le savez certainement que Windows 11 maintenant est disponible sur le marché en version GA, donc c'est-à-dire qu'il est enfin disponible globalement et ce n'est plus une version juste pour les développeurs, donc le mode preview. Le device, la partie operating system de Windows 11, petite parenthèse que je fais ici, a été conçu clairement d'un point de vue où la sécurité était au cœur de la conception du produit. Pourquoi je dis ça? Parce que on voit beaucoup dans la littérature des gens qui ne savent pas le mettre à jour parce qu'ils n'ont pas de puce TPM ou de périphérique hardware vraiment spécifique pour la partie activation de Windows 11 et ils trouvent des moyens de bypasser cette partie-là. C'est quelque chose de très positif d'avoir mis la sécurité au cœur du produit. Parce que comme ça, on va pouvoir vraiment augmenter le niveau de sécurité de l'ensemble des collaborateurs et on ne sera pas restreint à un niveau matériel. Donc, exemple, je parlais de puce TPM. Qu'est-ce qu'elle fait la puce TPM? Elle va permettre de bitlocker votre disque dur. Bitlocker veut dire encrypter. Ceci, si la puce TPM n'existe pas, l'encryption était extrêmement complexe à mettre en place, d'un point de vue centralisation. Maintenant, c'est un prérequis. Le fait de prérequis, ça veut dire que l'ensemble du parc est devenu des fournisseurs tiers, que ce soit HP, Lenovo, Dell ou autres, vont devoir augmenter, je vais dire, et standardiser ce type de déploiement. Voilà, petite parenthèse fermée. Est-ce que j'ai eu des alertes? Est-ce que j'ai eu une timeline dédiée sur ces événements-là? Et évidemment, comme à chaque fois, la partie Software Inventory. Donc là, on voit que je me suis connecté avec le processus MS7 Edge. Bah oui, je suis connecté en Edge ici, c'est le cas. Et on voit que je suis pour l'instant en Teams. Donc ça, on a vraiment les vues up-to-date de ce type d'informations-là. C'est clairement intéressant. Je vous parlais tout à l'heure de centralisation des données. On a la partie Software Identity qui est présente ici. C'est parfait parce que, en fait, c'est la même base de données qui va servir à la partie sécurité de endpoint, mais aussi à la partie Intune. Et donc, on veut documenter ou du moins vérifier les types de process qui sont exécutés sur le PC, on a une seule et même DB qui va permettre d'avoir la visualisation des deux côtés et de pouvoir surtout gérer d'un point de vue sécurité, par exemple le versionning des applicatifs. Voilà. En termes
de dashboarding. Microsoft, comme à chaque fois, est assez intéressant de ce point de vue-là. Le dashboarding, du threat et vulnerability management. On a des collègues qui sont sur Google Chrome. Ici, je clique dessus. Il y a, d'un point de vue CVE, 5 alertes high et 2 medium. J'ai la liste des devices qui sont présents ici. J'ai les noms des CVE si je veux les lire en détail pour voir vraiment ce qui se passe derrière. Et le but, c'est via la partie Open Software Package, je vais pouvoir ici y indiquer, y appliquer l'obligation d'updater les machines. Et donc, depuis la partie Security Recommendation, les actions sont manuelles, mais on peut aussi évidemment les updater et les actionner, je veux dire, de façon automatique. Que ce soit, comme vous l'avez vu, d'un point de vue application tierce, mais aussi des applications 100% Microsoft, évidemment. En termes de recommandations de réduction de surface d'attaque, voilà, on a la possibilité de bloquer, par exemple, la partie JavaScript et VBScript de façon centralisée. Et donc ici, vraiment le maître mot de ce genre de dashboard et de Microsoft, c'est de dire, vous avez votre outil qui est en Windows 10, 11, vous le démarrez, lorsque vous le démarrez, il n'est pas 100% sécurisé pour une entreprise. On peut aller beaucoup plus loin. Encore une fois, on est sur la fameuse balance de la sécurité, où j'ai des fonctionnalités d'un côté et la partie sécurité. Le but de cette balance, c'est qu'elle soit équilibrée et pas que la sécurité m'empêche de travailler. Donc, est-ce que bloquer le JavaScript, je prends cet exemple-là, est clairement un élément d'un point de vue configuration pertinent? Oui ou non? Dans ce cadre-ci, le JavaScript lié au lancement d'exécutables téléchargés, oui, dans cette partie-là, est clairement important. Est-ce que, par exemple, bloquer des macros qui seraient liés à Word ou Excel est pertinent? Peut-être pas pour tout le monde. Il y a encore des macros qui ont été développés dans certaines sociétés qui sont liés à une version spécifique de la suite Office et que si la macro est désactivée, le travail s'en fait remarquer. Donc, peut-être que pour ce parc utilisateur-là, il n'est peut-être pas obligatoire ou censé de bloquer l'ensemble des macros. Et donc ici, on a encore une fois toute une série de recommandations complètes sur la partie réseau, par exemple. La partie remediation, c'est les actions que j'ai lancées et je peux de là vérifier si l'ensemble du parc est bien mis à jour. Mais par exemple, je vois que j'ai créé un update Putty, Putty qui est le client Telnet SSH que beaucoup d'entre vous connaissent. Je vois qu'ici, il n'y a que pour l'instant 2 devices sur 7 qui ont été mis à jour. Est-ce que les autres utilisateurs n'ont pas eu les droits? Est-ce que c'est un Putty qui est sur un serveur RDS ou Windows Virtual Desktop et que le process ne peut pas se mettre à jour parce que les gens qui s'y connectent, qui l'utilisent la première fois, n'ont pas le droit d'admin pour l'updater? C'est certainement le cas. Mais le gros avantage, c'est de pouvoir par là gérer et réduire évidemment le temps humain pour patcher, je vais dire, des failles de sécurité grosses comme des maisons comme on a eu ces derniers temps. C'est de ne pas devoir se connecter en RDP sur chaque machine, de lancer le Windows Update et de redémarrer. On va pouvoir centraliser ces actions-là d'un point de vue patch management. Encore une fois, d'un point de vue operating system, mais aussi applicatif. Et ce, dans le même prix que votre antivirus. Donc, on a vraiment une couverture, je vais dire, de fonctionnalités extrêmement large à ce niveau-là. Partie Software Inventory, on en a parlé. La partie Weakness, tiens, voilà, je vois que Chrome a encore détecté différentes CVE qui ont été publiées le 7, donc il y a 7 jours, et qui a été updatée hier. Voilà, la CVE me dit ceci. Qu'est-ce qui se passe? Et je peux clairement aller voir soit les machines qui sont touchées, soit aller évidemment lancer une recommandation derrière. Et évidemment la partie Invite Timeline.
Bon nombre d'entre vous, lorsque je présentais ce service-là en one-to-one, me disaient: «Bah oui, Microsoft, c'est bien, mais est-ce qu'il existe des partenaires et des connexions vers d'autres partenaires? Parce qu'il y a toujours plus dans 2 têtes que dans une». La réponse est oui. Il y a des partenaires qui existent, comme par exemple la partie, SIEM, les 2 plus grands, c'est Azure Sentinel et Splunk. On peut clairement lier les recommandations de notre parc IT vers des systèmes tiers. Donc Microsoft n'est clairement pas fermé. Par contre, vous l'aurez compris qu'évidemment le pricing, des connexions vers un partenaire sera lié au pricing du partenaire. Et pour ceux qui souhaitent, utiliser des API à la partie 365, enfin la partie Defender for Endpoint, on a déjà des queries, je vais dire, qui sont disponibles ici. Et comme on le voit, ben voilà, c'est une query en get avec alerte qui met top 10. Et donc si je veux le top 20, ben voilà, je change et ça me générera, si je fais le run query, la liste des 20 items. Et on voit que le format est standardisé en mode JSON, comme la plupart des produits à ce niveau-ci. On a aussi, pour faire des simulations d'entreprise, la possibilité de tester, que ce soit d'un point de vue Microsoft, mais aussi d'un point de vue système tiers, la partie sécurité de la partie antivirus. Évidemment, on peut prendre les outils Microsoft, mais aussi d'autres partenaires qui sont par exemple de vérifier si j'exécute un script sur le PC, ce script-là est bien bloqué, et donc le niveau de sécurité est suffisamment. Voilà, la partie code execution par exemple. Voici pour la partie endpoint. Pour la partie email, au sens très large, et c'est pour ça que je dis email et collaboration, on a évidemment toujours dans la même page la partie policy et rules. Si je vais juste dans la partie thread, on a des menus que vous connaissez certainement par leur nom. Voilà, un outil d'anti-phishing, d'anti-spam, d'anti-malware lié euh, à la partie collaboration que l'on va pouvoir configurer. Microsoft a une configuration standard, c'est le classique, on peut l'optimiser. Et pour ça, voilà, Computerland par exemple peut vous aider à optimiser la configuration de votre Defender for Office 365 pour augmenter le niveau de sécurité de la partie collaboration, comme je le disais. Mais sans impacter, par exemple, la partie productivité. Si vous avez un employé qui envoie des mailings depuis son propre Outlook, il est évidemment, lorsqu'on va mettre en place une politique de limite d'envoi de mail pour rester dans les standards de Microsoft, cette personne-là devrait être exclue. Donc évidemment, on a des politiques de sécurité totalement différentes. Et vous avez une possibilité de Microsoft, je la montre, mais avec parcimonie, c'est de dire on a une solution standard qui est celle qui vient, je veux dire, avec la plupart des tenants 365 et un mode strict. C'est dans l'objectif de Microsoft de le one size fit all, donc ça veut dire c'est un preset, comme son nom l'indique, de politiques de sécurité qui sont appliquées directement sur la partie Defender. Donc oui, on peut l'activer, mais je dis warning parce que si on l'active, potentiellement, on va bloquer certaines fonctionnalités de votre productivité. Donc, je préfère personnellement, moi, voir qu'est-ce que fait le strict protection, est-ce que c'est pertinent pour ma société, et activer ce service-là manuellement. C'est ce que fait, c'est l'approche que Computerland a choisie dans son aspect de consultance. Donc évidemment, comme tout anti-spam, hein, il y a la partie quarantaine qui est configurable. Donc l'admin lui voit la quarantaine globale. Les utilisateurs vont recevoir une quarantaine journalière sur leur mailbox. Il y a même maintenant Office 365 qui a sorti un bouton, je vais dire, qui peut être disponible dans la suite Outlook pour que l'utilisateur, s'il souhaite voir la quarantaine en live, à la place d'aller sur la partie, je vais dire, site web, ils peuvent utiliser le bouton, donc le mode, je veux dire, la user experience évolue drastiquement à ce niveau-là aussi. Et la partie attack simulation, vous en avez parlé, c'est un peu, je veux dire, l'élément le plus pertinent pour moi, c'est de pouvoir se dire, tiens,
il serait pas mal de voir un peu le niveau d'éducation d'un point de vue réaction de mes utilisateurs sur les aspects de sécurité. Est-ce que, par exemple, si je fais un malware attachment, un vol de credentials, c'est plus simple. Je veux dire, d'un point de vue conceptuel, démo event. J'aimerais bien, moi, voir si les utilisateurs vont, à un moment donné, m'envoyer leurs accès. Je vais prendre, et donc là, vous avez évidemment des choix de langue qu'on pourra modifier. Je peux spécifier uniquement certains utilisateurs selon certaines localisations, par exemple, d'emploi ou pour d'autres caractères. Ici, je prends mon utilisateur, voilà. Et vous avez la possibilité de dire, est-ce que Microsoft, qui est évidemment une recommandation, si l'utilisateur se fait piéger, est-ce que Microsoft recommande directement la formation ou est-ce que vous préférez vous-même la donner avec le biais de Microsoft? Donc là, c'est aussi, encore une fois, suivant le type de campagne que vous souhaitez faire et le type de réaction de votre part, ben, soit vous avez ciblé un level, je veux dire un niveau ou un département de votre société et vous allez dire, bah non, ils vont s'auto-former, ils sont suffisamment grands, ils ont un peu de temps pour le faire, bah voilà, vous dites, bah non. Euh, qu'ils le proposent, que Microsoft propose automatiquement le training, ou de dire, bah non, c'est plutôt Computerland qui va venir une journée ou une demi-journée ou quelques heures vous expliquer le bon comportement à avoir d'un point de vue utilisation de l'outil mail et collaboration. Et si je le lance, ben voilà, je peux, dans ce cas-ci, y ajouter les différents trainings que Microsoft va me proposer. Donc voilà, par exemple, le type de campagne qui existe dans la solution 365, enfin Defender for 365 plan 2. Un peu rébarbatif à dire ça comme ça, mais soit. C'est une campagne qui peut être pertinente de le faire, je veux dire, une ou deux. Je dirais qu'il faudrait faire ça maximum 4 fois par an parce que à un moment donné, ce sera peut-être lourd pour les utilisateurs d'avoir un training incessant. Voilà. Donc là, on est encore une fois sur la partie email et collaboration. On a le traditionnel Exchange Message Trace, bah oui, de voir un peu quel est le flux d'un mail, est-ce que le mail reçu a été envoyé à plusieurs utilisateurs ou pas. Bah voilà, ça c'est le standard Exchange évidemment. Et l'Explorer, qui se charge, qui lui va, s'il détecte une faille, on peut cliquer sur la faille et remonter à l'email d'origine. Voilà. Je ne vais peut-être pas montrer ce que il y a peut-être des informations, il y aura certainement des informations sensibles dessus, donc soit. Donc voilà, par exemple, le type d'Explorer et d'utilisation du produit. Pour la partie Identity, donc ici, je vais montrer la partie vraiment purement locale. Je vais vous montrer un petit peu la partie Cloud App Security qui ne faisait pas partie de la formation, mais comme ça, vous voyez un peu la différence entre les deux aspects. Donc, on est sur, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, un autre portail, et on voit qu'on est vraiment sur la partie ATP Azure. Et donc là, chez Computerland, c'est un agent qui est installé sur les différents domaines contrôleurs et qui va analyser un peu ce qui se passe au niveau de l'utilisateur. Et s'il y a une alerte, ben, il m'informera dans la partie dashboard. Donc, je vais aller sur mon utilisateur, et on voit en fait sur mon utilisateur ben, sur quoi je me suis connecté aujourd'hui comme périphérique en termes de session. Quand et de quelle façon? Donc ici, on voit que je me connecte évidemment sur mon PC au quotidien et sur des machines WVD, donc, qui s'appelait anciennement WVD, qui est maintenant de l'Azure Virtual Desktop. Évidemment avec une timeline, et donc on peut voir un peu le comportement de chacun des utilisateurs. C'est intrusif, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment pour vérifier pas ce que fait l'utilisateur, c'est pas ce but-là évidemment, c'est de pouvoir voir l'identité utilisateur, est-ce qu'il a un impact sur l'infrastructure.
on voit que je me connecte sur toute une série de machines et évidemment les différents computers sur lesquels je me suis connecté et à quel moment. Donc ça, c'est clairement, je veux dire, la vue on-prem. Si maintenant je souhaite voir un peu la vue globale, donc là qui est la partie Cloud App Security, qui ici me donne vraiment un autre type de vue. On va le voir directement et ça correspond un peu plus au slide que je vous ai présenté. Donc on a une vue quasiment identique hein, à, à la partie slide et on peut voir que j'ai un certain comportement, j'ai des activités privées, j'ai la partie manager qui est toujours présente et si je fais un view related activities, on voit les actions que j'ai fait aujourd'hui. J'ai supprimé des fichiers, j'ai été accéder à mes mails à telle heure depuis tel type de device et depuis telle adresse IP. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir ce genre de Cloud App Security? En fait, lorsque, imaginons, je n'ai pas de MFA sur mon compte, je vous rassure, c'est évidemment le cas, mais soit, si je n'ai pas de MFA sur le compte et que je n'ai pas de limite de tentative de mot de passe, je pourrais avoir des alertes de type Impossible Travel. Le Impossible Travel, c'est de dire, bah, tiens, je vois que je me connecte depuis un pays et quelques minutes, quelques heures depuis un autre pays où, je vais dire, humainement, ce n'est pas faisable, réalisable que je me déplace, que ce soit en voiture, en moto ou même en avion. Et donc, à un moment donné, le comportement de cette Cloud App Security va être de dire, je bloque tout bonnement et simplement l'utilisation du service et de la ressource Quentin Billet. Voilà le type, par exemple, de comportement qu'on peut y efférer. Je vous avais parlé tout à l'heure du mass download et ainsi de suite. Ben, c'est évidemment un genre de sécurité, d'investigation que l'on peut faire. La partie, je vais faire un petit tour d'horizon, hein, évidemment, pour le dernier outil. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Sentinel, qui est une ressource Azure. Pour ceux qui ne sont jamais connectés, ben, Azure permet, c'est une toolbox avec, je dis toujours, 1001 fonctionnalités. Ben, voilà, le produit Azure Sentinel fait partie de l'une des 1001 fonctionnalités. On a le Data Connector, donc on voit ici qu'on a déjà envoyé pas mal d'alertes sur le service. Ça a déjà des incidents qui ont été relevés, qui viennent certainement, vu le nombre d'alertes, le type d'alerte du Cloud App Security. Donc c'est multiple nombre de connexions trop importantes, enfin de connexions failed trop importantes pour un utilisateur. Donc là on a des alertes évidemment. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une certaine granularité d'un point de vue je veux dire fonctionnalité du Sentinel. Donc, Microsoft ne fait pas que du Microsoft. On a d'autres produits qui existent. Donc, nous, évidemment, on a sélectionné quelques connecteurs, pour l'instant 6, et vous voyez qu'il y en a 116. Si vous avez du Cisco, ben voilà, on peut se connecter automatiquement sur du Cisco ASA si vous le souhaitez. Si vous avez du Citrix, pareil. Euh, et donc, le but, une fois qu'on a collecté tous ces éléments, c'est pouvoir se dire, ben, je veux voir, je veux visualiser ce qui se passe sur mon infrastructure. Est-ce que je dois concevoir un dashboard Power BI de A à Z ou est-ce que Microsoft met à disposition des templates? Évidemment, vous le voyez, il y a déjà des templates qui sont disponibles et donc on va pouvoir voir en temps réel, d'un point de vue dashboarding, ce que font mes utilisateurs. Évidemment pas ce dashboard-ci, c'est le seul évidemment que je prends, qui ne me donne pas le résultat escompté, c'est l'avantage du live. Et donc ici, si je prends la partie Azure AD, Audit Activity et Signing Log, j'ai la possibilité de voir dans une vue BI depuis où mes utilisateurs se connectent. Est-ce que j'ai
des erreurs au niveau du MFA challenge. Apparemment, il y a des utilisateurs qui ont essayé de se connecter et que le MFA n'a pas fonctionné pour une raison X ou Y. Simplement, peut-être que l'utilisateur n'a pas validé ou reçu le SMS suffisamment vite. Et puis, on voit évidemment depuis où les utilisateurs se connectent essentiellement. Les actions, par exemple. Donc ça, vraiment, c'est l'aspect BI d'un Sentinel en natif. Et évidemment, vous pouvez créer vos propres dashboards BI. Et évidemment, vous pouvez modifier les existants. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect visualisation. Et pour l'aspect remédiation, on va pouvoir y ajouter du machine learning, qui est donc un composant qui va aller analyser, comme on le voit ici, et prendre action. Prendre action, ça va être une action sous quelle forme, sous quel type. Vous connaissez peut-être la Power Platform. Donc la Power Platform, c'est la possibilité d'automatiser un process d'un point de vue business via les outils de Microsoft. Donc si je vous parle de Power Apps, de Microsoft Flow, ça s'appelle en fait la Power Platform derrière. La Power Platform, dans l'aspect Azure, est représentée sous des fonctionnalités que l'on appelle Azure Logic Apps ou Azure Function. Il y en a d'autres évidemment. Une Logic App, ça va être simplement, par exemple, le minimum requis selon moi. J'ai une action, j'ai un problème. La remédiation minimum, ça va être de créer un ticket dans mon système de ticketing interne. Et donc là, on va pouvoir créer une Logic Apps qui va le faire. C'est tout simple, mais ça, c'est une des actions que l'on va pouvoir émettre. Voilà. Je reviens sur la partie présentation. C'est vrai que vu le temps escompté, je n'ai pas su aller évidemment vraiment dans le détail, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez vraiment un workshop dédié sur l'un des volets, ce sera avec grand plaisir. Donc évidemment, maintenant vous l'avez compris, je vais vous montrer ou vous démontrer plutôt qu'est-ce que Computerland peut faire pour vous. On a deux visualisations de ce service-ci. La première, c'est une orientation évidemment utilisateur, qui est le plus important dans une société selon nous, c'est le user. Et évidemment, d'un point de vue processus, on va pouvoir vous aider aussi. D'un point de vue utilisateur, on a évidemment 4 grands thèmes. Le premier, l'aperçu des risques, c'est de se dire, il faut faire à un moment donné un état des lieux. C'est entre guillemets un cahier de charge. Qu'est-ce qui existe? Comment c'est utilisé? Qu'est-ce qui n'est pas opportun? Qu'est-ce que l'on peut optimiser? Ça, c'est vraiment l'aperçu des risques. Si j'ai une faille, qu'est-ce qu'il advient derrière? Si j'ai une faille à downtime, mais où je sais récupérer les données, à J moins une journée, est-ce que c'est grave? Oui, non. Ça, c'est vraiment l'analyse de risque. Deuxième, c'est s'assurer que si je me fais attaquer, et on se fait attaquer, votre firewall, si vous allez voir les logs de votre firewall, vous vous faites attaquer, c'est pas ainsi, c'est vous, c'est déjà acté. Comme par exemple Azure qui vient d'y jouer la plus grosse attaque DDoS qu'ils avaient jamais rencontrée, ben voilà, c'est pas si, c'est quand. Et le quand, et c'est quel est l'impact derrière. Si je me fais attaquer, est-ce que mon système interne reste disponible? Oui, non. Si pas, ben voilà, on vous prend acte. Et à un moment donné, quand j'ai l'analyse de risque et la résilience de l'entreprise, l'aspect sécurité est clairement le troisième pilier, je vais dire ça comme ça, qui est super important. Avec les risques et la résilience, quel est l'impact business? Quel est l'aspect sécurité que je vais devoir mettre en œuvre? Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde n'a pas la même résilience. Donc, tout le monde n'aura pas le même service en interne. Et une fois que l'on a ces trois piliers, on a un alignement complet de cette fameuse balance de sécurité pour l'entreprise, c'est de dire à un moment donné, on est la sécurité qui est prise comme étant aussi important que je veux dire que si la chaîne de production est à l'arrêt, parce que c'est du même niveau. Et à côté de ça, on doit dire, à chaque décision qu'une entreprise va prendre, que ce soit business ou d'un point de vue employé, même un déménagement, je vais dire, la sécurité doit faire partie d'un des chapitres lors d'une prise de décision. D'un point de vue processus, on a évidemment les 5 grands thèmes. Vous l'avez compris, c'est l'access control. Le modèle 0 Trust, c'est fait confiance mais vérifie. C'est le but de dire,
tiens, est-ce qu'à un moment donné, je dois donner les clés de mon entreprise toujours à la même personne full time ou est-ce que je ne pourrais pas, par exemple, donner juste les accès, adéquats pendant une période de temps donné? C'est par exemple la partie access control. La partie security operation, bah, ça évidemment, c'est le plus connu, je vais dire ça comme ça, c'est de pouvoir détecter, répondre et remettre, sans remettre donc corriger, je veux dire, s'il y a des attaques, suivant les types d'attaques et comment l'entreprise va réagir, que ce soit un service interne ou délocalisé. On a parlé tout à l'heure des données, les données qui sont ce qui coûte le plus cher pour une société. Comment je les protège? C'est pas pourquoi, c'est comment. Il faut les protéger. Est-ce qu'un backup et un test de restore de temps en temps est suffisant comme protection des ressources? Est-ce que je ne devrais pas mettre du labeling? Donc, est-ce que je ne devrais pas mettre du DLP? Le DLP qui va, par exemple, me permettre de m'assurer que certains types d'informations ne sortent pas de mon entreprise. La partie gouvernance, ça me paraît évidemment euh, important et nécessaire qu'il faut à un moment donné que quelqu'un, euh, un homme, une femme, prenne la posture de monsieur, madame sécurité dans une entreprise. Ou qu'elle soit déléguée, par exemple chez Computerland, c'est hyper important qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui soit suffisamment présent derrière vous pour, je ne vais pas dire taper du poing, mais de dire: «Hé, pensez à la sécurité dès le départ». Et si vous avez, parce que je dis, on tape évidemment toujours sur les mêmes à ce niveau-là, mais c'est hyper important. Vous avez une équipe de développeurs en interne, c'est pas développer juste pour le business, c'est développer de façon résiliente. C'est de se dire: «Tiens, si je mets à un moment donné dans mon code un login mot de passe en clair, est-ce que c'est pertinent en 2021?» La réponse évidemment, c'est non. Donc cette logique, vous avez certainement entendu une logique DevOps, mais en fait le bon processus à avoir, c'est une logique DevSecOps. On met vraiment la sécurité au milieu du développement et de la partie opérationnelle. Maintenant, comment Computerland peut vous aider? On a évidemment, plusieurs aspects, comment on peut vous d'impact, positif de Computerland sur une société. J'en ai résumé ici à 5. La 1 c'est de renforcer la posture de sécurité. On a des secure scores, des guidelines. On peut vous assister sur la compréhension de ce secure score et évidemment le mettre en œuvre. Mais aussi, comme vous l'avez compris, la partie Defender qui vient de temps en temps de façon centralisée et unifiée dans des bundles 365 n'est peut-être pas une configuration, on va dire, avancée. Donc là, Computerland peut vous aider à faire un état des lieux de cette partie-là et de vous expliquer pourquoi et comment il faut mettre à jour, je veux dire, cette configuration-là. Ça, c'est évidemment le premier élément. Le deuxième, c'est la partie identification. Vous avez bien compris que la partie identité était clairement primordiale à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui existe sur le marché qui peut être mis, je ne veux pas dire facilement, parce que ce n'est pas facile en termes de mise en place et ce n'est certainement pas facile en termes de user adoption. Mais la partie configuration de l'accès conditionnel, donc la partie MFA qui vient avec les accès, par exemple Office 365, on peut vous aider à le mettre en place, mais aussi on peut vous aider sur la partie user adoption. Et évidemment, le nice to have, c'est évidemment la vision de Microsoft, que l'on partage aussi, c'est d'aller vers du passwordless. Le password, vous faire changer le mot de passe tous les 3 mois, ça n'a peut-être plus d'intérêt. L'idée est d'avoir un mot de passe complexe, au minimum, et d'avoir le MFA. Et le nouveau step, je vais dire ça comme ça, ou le next step plutôt, sera d'aller vers du passwordless, qui sera donc des tokens ou des applications qui vont permettre de valider que c'est bien votre présence. Et donc là, il y a par exemple 3 grands vendeurs qui sont peut-être connus de vous, qui sont YubiKey, Thales et Fetian. Le troisième aspect, c'est l'efficacité de la sécurité. On doit et on vous recommande grandement d'appliquer les recommandations Zero Trust. C'est pas de dire de faire une ségrégation juste pour le plaisir de le faire évidemment, c'est de dire à un moment donné: «Il y a un risque à tel endroit, comment on peut vous aider
sans vous impacter trop d'un point de vue business. Donc là, la partie RFC, Request for Change, donc des recommandations, on peut vraiment les analyser avec vous et vous accompagner sur cette partie-là. Une gestion de parc informatique, que ce soit avec la partie Defender for Endpoint, où je vous ai parlé tout à l'heure de la partie Intune, mais il est primordial que les accès de votre entreprise soient donnés à des périphériques que vous maîtrisez. À l'heure actuelle, il est certainement trop risqué, selon moi, et selon les études de marché, d'ouvrir l'accès à vos données internes depuis n'importe quel type de device. Et donc, la gestion quotidienne, la configuration et la protection des différents périphériques est essentielle. Et je reviens sur ça, c'est que revenir à 100% de présentiel, on voit que la plupart des sociétés ne font pas cette démarche-là du tout. On est pour la plupart en 40-60 et même certaines sociétés, pour ne pas la citer, Amazon vient d'annoncer que ses employés pouvaient travailler en full-time à distance à partir de maintenant. Mais voilà, il y a des sociétés qui font le pas. Et donc la gestion du parc informatique dans un mode hybride est extrêmement nécessaire. Avoir une solution uniquement on-prem n'a pas ou plus de sens. Il faut avoir une gestion globalisée. Et le dernier aspect, le cinquième, qui est former, entraîner vos utilisateurs. Que ce soit par du coaching individuel ou en groupe ou par l'envoi de mails, je vais dire, explicatifs de qu'est-ce que c'est que la sécurité informatique dans le monde dans lequel on vit, est hyper important, que ce soit pour l'univers de l'entreprise, mais aussi pour leur univers personnel. Voilà. Je présume que vous avez des questions. Il y a aussi, et s'il vous plaît, je vous en conjure, comme on dit, d'utiliser l'enquête de satisfaction. Donc, il faut prendre simplement votre smartphone et de scanner le code QR pour aller sur le Forms derrière. Ça va permettre à Computerland et à moi aussi, évidemment, de pouvoir s'améliorer sur nos différents events et de pouvoir voir si, évidemment, vous avez apprécié ce qu'on n'a pas montré, ce que vous souhaitez que l'on montre et peut-être de faire un workshop dédié pour vous pour la prochaine fois. Donc, si vous avez des questions, on va y répondre maintenant. Et si vous souhaitez que ce soit des questions en one-to-one, les adresses info@computerland.be ou .lu, ou évidemment l'adresse de votre business consultant que vous connaissez certainement, est l'une des méthodes dans lesquelles on peut revenir vers vous. Je vais regarder maintenant sur la partie Q&A. Tac, alors. Je regarde la question que vous avez posée. Peut-on implémenter Windows Defender Endpoint en même temps qu'une autre solution de solution? Oui, ça évidemment, avoir 2 solutions de sécurité sur un même device n'est pas recommandé, je pense ne le sera jamais parce que c'est 2 process qui vont scanner les mêmes choses. Par contre, est-ce que, on peut optimiser ou changer certaines configurations à ce niveau-là? Je m'explique, par exemple, mettre un Windows Defender for Endpoint pour la partie sécurité, mais pas pour la partie, gestion des updates, évidemment oui. Mais par contre, mettre vraiment un même endpoint pour la partie antivirus classique, je vais dire, sur un même PC, ce serait peut-être contre-productif. Lors d'intégration utilisateur de la commission, celui-ci passe à alors oui, Jonathan a répondu. Donc pour la compromission des utilisateurs, donc si un utilisateur est compromis, quel est l'impact? Évidemment, l'impact sera lié à le user AD, enfin l'Azure AD, mais aussi on peut y impliquer, grâce au Defender for Identity, une action locale. Comme je vous l'avais dit, ils sont connectés sur la partie domaine contrôleur, donc on aura aussi la possibilité d'agir directement à ce niveau-là. Pour la partie endpoint, est-il obligé de déployer l'agent sur les devices Windows 10 gérés par le Endpoint Manager?
Donc c'est l'onboarding et donc on va en effet pousser la policy, qui est bien la policy, depuis le endpoint manager. Donc endpoint manager qui est le nouveau nom d'Intune pour l'auditoire. Et donc en effet, on va pas déployer l'agent, mais une policy. Si on est évidemment sur une Windows 10, si on est sur une autre version, le endpoint manager va pouvoir déployer l'agent avec la policy. Alors, est-ce que certaines parties de produits ne jouent pas avec la limite du RGPD? C'est une excellente question. La réponse est, elle peut, elle peut clairement. Et par exemple, pour la partie Cloud App Sécurité ou la partie Identity, on peut y intégrer un aspect GDPR qui va aller anonymiser une partie des données. Donc, évidemment, pas forcément la géolocalisation, mais potentiellement le key. Exemple très simple. Et donc là, on va aller voir quel est le device qui a été impacté et pas la personne qui est derrière. Ça dépend un peu le use case, mais la réponse est oui, il y a le GDPR qui a été pris en termes de responsabilité de Microsoft, et donc oui, il y a une action derrière. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, nous avons encore un peu de temps évidemment dans la partie Q&A. Je laisse toujours le code QR pour la requête de satisfaction. Si vous avez une question spécifique, même autre. Un point que je n'ai peut-être pas parlé, je veux dire beaucoup, c'est la partie licensing. Donc, pour parler très simplement, je vais essayer de réduire le choix. On a à l'heure actuelle un grand produit, c'est Microsoft 365, qui se décline, je vais dire, en trois grands sous-catégories. La partie Business Premium, E3 et E5. La partie Business Premium, elle, contient évidemment la suite Office, la partie Intune, donc la partie Endpoint Manager, et la partie Defender for Office 365 Plan 1. Donc, on n'a pas la partie antivirus qui est incluse, ni la partie Identity. On a ensuite l'étape suivante, c'est le M365E3, qui lui, en fait, à la base, et je dis bien à la base parce que ça évolue, ne contenait aucun des trois Defenders, donc que ce soit le Office 365, le Endpoint ou le Identity. Par contre, évidemment, il inclut bien la partie Intune. Euh, la partie Endpoint, donc le Defender for Endpoint, lui va être intégré en tant que Endpoint Plan 1 dans les environs de mars. Donc là, pour l'instant, on s'est l'activer en mode preview, mais clairement, ça a déjà été annoncé, communiqué par Microsoft, que la partie antivirus, je ne vais pas dire light, mais vraiment l'élément pur antivirus sera lui inclus. Et la partie E5, évidemment, le gros tank, lui, inclut les différentes fonctionnalités. Et à chaque use case, il y a soit des possibilités d'add-on ponctuelles, donc c'est-à-dire basées sur l'un des piliers, sur l'un des produits, ou si on est par exemple sur une M365E3, on peut prendre un add-on qui s'appelle Microsoft 365 5 Sécurité, qui lui englobe la partie Endpoint, Defender Plan 2 et la partie Identité. Donc voilà, il y a différentes combinaisons, et donc pour des questions purement licensing, encore une fois, je vous recommande de peut-être vous retourner sur la partie business consultant ou les adresses info où on pourra aller un peu plus précisément dans votre use case. Ben, je ne vois toujours pas de questions, donc on va encore attendre quelques minutes. Mais si vous n'en avez plus de questions, je vais pouvoir vous libérer. En tout cas, je vous remercie tous de m'avoir écouté, d'avoir écouté le long laïus que j'ai fait pendant presque 2 heures. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez au moins, si pas eu les réponses à vos questions, au moins suscité l'intérêt de pouvoir aller plus profondément dans la réflexion. Et donc, si vous avez une réflexion dans l'un ou l'autre produit, ben, évidemment, on se tient prêt à vous aider. Voilà. Ben, plus de questions, on va pouvoir clôturer le call ici. Encore une fois, je vous remercie.
et comme on dit, à bientôt.